Bonjour chers candidats à l'immigration canadienne et bienvenue à cette vidéo sur le test d'évaluation de français, en abrégé TEF. Salut, Max. Tu es ici pour un rendez-vous chez le dentiste toi aussi? Oui, juste un contrôle de routine. J'espère que ça ne prendra pas trop de temps. Bonjour, Emma. Tu encourages l'équipe locale? Oui, ils ont très bien joué cette saison. J'adore l'ambiance. Et, Jack, tu aimes la nourriture ici? Parfois. Les pâtes d'aujourd'hui ont l'air bonnes, donc je vais essayer. Salut, Sophie. Tu achètes des fleurs pour quelqu'un de spécial? Oui, c'est l'anniversaire de ma mère. Elle adore les roses plus que tout. Attention, passagers. En raison d'incohérences imprévues du signal entre le quai 7 et la tour de contrôle, le service express en direction du nord a été redirigé vers des voies alternatives. Cela pourrait entraîner un retard d'environ 23 minutes pour les trains initialement prévus après 16h10. Les usagers sont invités à consulter les panneaux de suivi en temps réel ou à contacter le service d'assistance pour des ajustements spécifiques à chaque train. Nous regrettons la gêne occasionnée et apprécions votre coopération pendant cette phase de redirection temporaire. Restez à l'écoute pour d'autres annonces au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Chers clients, nous vous informons que la chambre 204 a été temporairement fermée en raison de légères irrégularités de ventilation détectées lors d'une inspection de maintenance de routine. Bien que le problème ne présente aucun danger immédiat, une fumigation préventive aura lieu ce soir. Les clients affectés seront relogés dans une chambre améliorée sans frais supplémentaires. Nous nous excusons sincèrement pour ce changement de dernière minute et vous encourageons à contacter la réception pour un réaménagement rapide. Des rafraîchissements gratuits sont disponibles dans le hall principal pendant ce processus.
Votre attention s'il vous plaît. Dans le cadre de notre audit annuel de sécurité incendie, les ascenseurs de l'ELE seront hors service entre 9 h et 13 h 30 demain. Cette suspension temporaire permettra un calibrage complet du système et l'alignement des capteurs de fumée. Pendant cette période, les invités et le personnel sont priés d'utiliser l'escalier B ou les ascenseurs de l'aile ouest. L'accès d'urgence restera opérationnel tout au long. Nous vous remercions de votre patience et soulignons l'importance de cette mesure préventive pour assurer la sécurité à long terme du bâtiment. Attention à tous les visiteurs du parc. Veuillez noter que le sentier nord, adjacent au lac Pin, a été temporairement fermé suite à des signalements de branches d'arbres instables causés par la tempête de vent d'hier soir. Les gardes forestiers sécurisent activement la zone et effectuent des évaluations structurelles. Pour votre sécurité, veuillez éviter le périmètre balisé et emprunter les chemins centraux ou sud. Des mises à jour seront affichées toutes les heures au panneau d'information à l'entrée. Nous vous remercions de votre compréhension et rappelons à chacun de faire preuve de prudence en explorant les zones environnantes. Chers clients, si vous avez acheté la tablette EcoTab 12 entre janvier et mars de cette année, veuillez noter que certains modèles présentent un problème de surchauffe irrégulier en cas d'utilisation prolongée. Bien que le risque reste faible, des mesures de précaution sont recommandées. Les propriétaires sont invités à retourner l'appareil à tout revendeur agréé pour un diagnostic complet. En cas de problème confirmé, un remplacement ou une réparation complète sera proposée sans frais. Une preuve d'achat est requise pour initier ce processus. Notre ligne d'assistance est ouverte pour toute question. Chers usagers, le deuxième étage de la bibliothèque centrale, incluant le laboratoire de langue et les salles d'études de groupe, sera inaccessible à partir de lundi prochain en raison de travaux de rénovation intérieure. Ces améliorations visent à moderniser les installations et à agrandir les espaces de travail. Toutes les zones d'études individuelles des premiers et troisième étages resteront accessibles. Les services de location audiovisuelle et de référence seront temporairement déplacés à l'accueil du rez-de-chaussée. Nous vous conseillons de planifier à l'avance, notamment pendant les heures de pointe. Nous nous excusons pour ce désagrément temporaire et vous remercions de votre patience. Veuillez noter. À partir de cette semaine, la cafétéria de l'école proposera un nouvel horaire de déjeuner en raison de contraintes d'approvisionnement. Des repas chauds seront servis uniquement les lundis, mercredis et vendredis. Les autres jours, des options froides comme des sandwichs, des salades et des boîtes de fruits seront disponibles. Tous les repas continueront de respecter les normes nutritionnelles et les considérations liées aux allergies. Les élèves ayant des régimes alimentaires spécifiques doivent consulter le coordinateur pour des arrangements personnalisés. Nous vous remercions de votre compréhension alors que nous nous adaptons à ces défis logistiques.
À l'attention de tous les passagers de la ligne R7, en raison d'un dysfonctionnement du signal près de la station Brookvale, le service de 18h20 à destination d'Eastmore est retardé d'environ 40 minutes. Des ingénieurs sont sur place pour résoudre le problème. Des options de transport alternatives sont en cours de mise en place pour les voyageurs pressés. Des annonces seront faites au fur et à mesure que des mises à jour seront disponibles. Les titulaires de billets pour ce service peuvent monter à bord de l'Express de 18h45 sans frais supplémentaires. Nous regrettons cette perturbation et vous remercions de votre patience. Parents et tuteurs, veuillez noter que la sortie prévue demain au parc écologique de Riverdale est reportée en raison d'un avis de mauvaise qualité de l'air. Bien que les conditions devraient s'améliorer plus tard cette semaine, une nouvelle date sera fixée après consultation des prévisions environnementales locales. Les élèves doivent tout de même se présenter en classe à l'heure habituelle demain. Toutes les autorisations pour la sortie resteront valables sauf indication contraire. Nous vous remercions de votre coopération pour garantir la sécurité des élèves. En raison de contraintes logistiques imprévues, le Salon régional de l'emploi initialement prévu le 22 mars dans le Hall D est reporté au 29 mars. Le lieu sera désormais le Hall B du même complexe. Toutes les inscriptions existantes seront automatiquement conservées, et les laissez-passer n'ont pas besoin d'être réémis. Les entreprises participantes restent inchangées. Veuillez arriver 30 minutes à l'avance pour la vérification des badges. D'autres mises à jour seront publiées sur le site web de l'événement. Personne 1. Face au stress, j'utilise une routine en 3 étapes. D'abord, une pause avec un exercice de respiration de 5 minutes. Ensuite, je dresse une liste des sources de stress et les classe par urgence. Enfin, j'accomplis les tâches par intervalles chronométrés avec de courtes pauses. Je prévois aussi des séances hebdomadaires de yoga et de thérapie afin d'être mieux préparé face aux pressions professionnelles ou personnelles. Personne 2. Je remarque quand je suis débordée, alors je parle à un ami ou je fais une longue promenade. Je ne suis pas de méthode stricte, je fais juste ce qui me semble juste à ce moment-là. Parfois une série en rafale, parfois un jogging. Ça fonctionne assez bien, même si parfois je laisse le stress s'accumuler jusqu'à ce que ce soit insupportable. Personne 3. J'ai tendance à ignorer le stress jusqu'à ce que les échéances approchent. Je fais des nuits blanches et saute des repas plutôt que de faire face à l'anxiété. Je parle rarement de mes émotions ou ne cherche pas d'aide. Ce n'est que lorsque je suis épuisé que je prends à contre-cœur un jour de repos, souvent avec encore plus de sans raison du travail en attente. Personne 1. Je coupe mes notifications et mes emails professionnels après 18 heures, et mon ordinateur reste fermé jusqu'au matin. Les week-ends sont sacrés. Je ne consulte pas les messages et ne réponds aux appels qu'en cas d'urgence.
J'ai négocié avec mon équipe pour limiter les réunions aux heures ouvrables et j'ai bloqué mon agenda personnel comme « occupé » en dehors de ces heures. Personne 2. J'essaie de finir le travail vers 19 heures, mais il m'arrive de répondre à des emails urgents depuis chez moi. Le week-end, je jette parfois un œil à ma boîte mail si je m'ennuie. Je ne prévois pas d'appel professionnel après les heures, mais je fais une exception si un client insiste. J'apprécie mon temps personnel, même si je reste flexible en cas de pic d'activité. Personne 3. Je suis pratiquement toujours disponible. Je réponds aux messages professionnels à 22 heures, participe à des réunions le week-end, et consulte mes emails pendant les repas en famille. Je ne fixe jamais de limite formelle, et je culpabilise si je n'honore pas immédiatement une demande professionnelle. Mon temps personnel se confond avec le travail. Et je considère cela comme normal. Bonjour et bienvenue dans Urban Living Insights sur CityWave FM. Aujourd'hui, nous abordons un problème émerge souvent noyé dans le chaos quotidien. Les effets cognitifs du bruit urbain. Une étude longitudinale récente, menée par le Conseil métropolitain de neurosciences, a suivi plus de 2000 participants dans 12 villes sur une période de 7 ans. Elle a révélé une forte corrélation entre l'exposition chronique au bruit ambiant urbain, en particulier les klaxons de voitures, les perceuses de chantier et les stations de transport bondées, et une diminution de la mémoire à court terme ainsi que de la régulation émotionnelle. Fait intéressant, les bruits forts intermittents semblaient moins nuisibles que les sons de basse fréquence persistants, comme le bourdonnement lointain d'une autoroute ou les unités de ventilation. L'étude souligne également que les quartiers défavorisés sur le plan socio-économique, situés plus près des zones industrielles, subissent des effets amplifiés en raison d'un accès limité aux espaces verts ou aux infrastructures anti-bruit. Les experts incitent désormais les urbanistes à repenser les lois de zonage, à encourager l'utilisation de matériaux atténuant le bruit dans la construction, et à mettre en place des zones calmes près des écoles et des centres de soins. Bien que le bruit puisse sembler invisible et anodin, il façonne silencieusement le bien-être mental de millions de personnes, un décibel à la fois. Bonjour et bienvenue à nouveau dans Urban Rhythms, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'urbanisme et le comportement humain. Aujourd'hui, nous explorons un changement silencieux qui de accent aigu finit les centres-villes en Amérique du Nord. Depuis l'essor rapide du télétravail, plusieurs centres urbains ont signalé une baisse continue de la fréquentation piétonnière dans les quartiers d'affaires. Une diminution allant jusqu'à 37% par rapport au niveau d'avant la pandémie. Ce n'est pas seulement moins de personnes qui achètent leur café. Cela transforme le fonctionnement même des villes. Les gouvernements municipaux, en particulier dans les villes de taille moyenne, constatent une baisse des revenus issus des transports publics et des taxes commerciales. Les urbanistes sont désormais contraints de repenser les lois de zonage, en introduisant des zones hybrides mêlant fonctions résidentielles, culturelles et de co-travail. Pourtant, tous les impacts ne sont pas négatifs. Certains quartiers auparavant éclipsés par les gratte-ciels connaissent une revitalisation en devenant de nouveaux pôles de services. Le vrai défi, disent les experts, est de prédire quelles zones rebondiront naturellement et lesquelles nécessiteront un investissement stratégique. La migration numérique représente ainsi à la fois une opportunité et un avertissement. Les centres-villes doivent s'adapter ou risquer une lente érosion.
Bonsoir. Vous écoutez Policy Pulse, où l'innovation rencontre la responsabilité. Ce soir, nous explorons le domaine complexe de la police prédictive, un modèle fondé sur les données qui vise à prévoir les activités criminelles avant qu'elles ne se produisent, en analysant des schémas liés à la géographie, aux infractions antérieures et aux marqueurs de comportement social. Issu d'outils de risque actuariels, le modèle a évolué pour devenir des moteurs algorithmiques désormais adoptés dans de grands commissariats urbains. Bien que les premiers déploiements dans des villes comme Chicago et Los Angeles aient montré des réductions localisées des taux de vol et d'agression, de plus en plus de recherches remettent en question la neutralité systémique de ces outils. Des chercheurs de l'Institut de prospective juridique soutiennent que les prédictions algorithmiques ont tendance à perpétuer les biais structurels intégrés dans les données historiques, entraînant un ciblage disproportionné des communautés marginalisées. De plus, la boucle de rétroaction créée par une surveillance accrue dans les zones dites à haut risque gonfle artificiellement les statistiques criminelles, justifiant ainsi de nouvelles interventions dans ces mêmes secteurs. Les critiques mettent en garde. Sans transparence épistémologique et supervision citoyenne, la police prédictive pourrait passer d'un outil de prévention à un appareil de suspicion préventive. Les partisans, quant à eux, soutiennent que lorsqu'elle est correctement auditée et utilisée comme complément, et non comme substitut, aux approches communautaires, la technologie offre une intelligence exploitable dans des systèmes de maintien de l'ordre surchargés. En fin de compte, la police prédictive pose une question cruciale. Quantifier le risque justifie-t-il de reconfigurer les libertés civiles? Dans le paysage en rapide évolution de l'urbanisme, l'essor des jumeaux numériques transforme la manière dont les villes anticipent la demande en infrastructure. Ces répliques virtuelles, intégrant des données en temps réel issues de capteurs, de satellites et du comportement des usagers, permettent des simulations prédictives des dynamiques urbaines, des flux de circulation à la consommation d'énergie. En modélisant des imprévus tels que des hausses démographiques ou des perturbations climatiques, les municipalités ne réagissent plus après coup, mais s'adaptent de manière proactive. Pourtant, les implications vont au-delà de la logistique. Dans le projet pilote d'Helsinki, par exemple, les retours citoyens en temps réel sont intégrés au modèle, permettant des ajustements politiques fondés sur l'analyse des sentiments. Cette interactivité fusionne données dures et gouvernance souple, favorisant une forme de démocratie algorithmique. Cependant, des inquiétudes subsistent. Des critiques mettent en garde contre l'opacité des algorithmes et la perpétuation des biais numériques, notamment lorsque les modèles prédictifs codifient involontairement les inégalités passées. Néanmoins, l'avantage stratégique est indéniable. Les allocations budgétaires, les décisions de zonage, voire les évacuations d'urgence, sont désormais modélisées avec précision, réduisant les marges de risque et optimisant les ressources publiques. Si leur mise à l'échelle se fait de manière éthique, les jumeaux numériques pourraient cesser d'être une curiosité technique pour devenir une boussole civique, guidant une gouvernance équitable, efficace et transparente dans un monde de plus en plus imprévisible.
Avec les kits de tests ADN commerciaux désormais accessibles à des millions de personnes, l'essor de la culture génétique transforme l'identité personnelle et la conscience médicale. Pour certains, découvrir des marqueurs néandertaliens ou des origines ethniques inconnues relève de la curiosité. Pour d'autres, ces révélations ont des conséquences psychologiques et sociales profondes, remettant en question des croyances ancrées sur la famille, la culture ou les prédispositions sanitaires. Derrière cette fascination se cache une mosaïque de dilemmes bioéthiques. Les questions de confidentialité des données, d'accès par des tiers et d'utilisation médico-légale restent non résolues. Un récent rapport politique a averti que, sans gouvernance transparente, les bases de données ADN risquent de devenir des outils de surveillance plutôt que de connaissance de soi. De plus, l'interprétation des facteurs de risque génétique, notamment pour des conditions comme les mutations BRCA, manque souvent de nuances. Les consommateurs peuvent confondre probabilité et certitude, tandis que la communauté médicale tente d'équilibrer responsabilisation et prudence. Tous les risques ne justifient pas une alerte, et toutes les découvertes n'exigent pas une réaction. Ainsi, à mesure que la démocratisation des données génétiques progresse, la nécessité d'une éducation rigoureuse et d'une réglementation devient urgente. L'autonomisation doit s'accompagner d'un contexte critique, sinon, la quête de soi peut engendrer plus d'anxiété que de réponses. Alors que des entreprises spatiales privées comme Blue Origin et SpaceX démocratisent les vols civils, une nouvelle frontière émerge, non celle de l'exploration, mais de l'exclusion. Bien qu'ils soient présentés comme accessibles à tous, les prix exorbitants réservent l'orbite à une élite. Ce filtre financier risque de transformer le cosmos en produit de luxe, éloignant le rêve universel. Au-delà du coût, des implications philosophiques apparaissent. L'effet de surplomb, un changement cognitif, observé chez les astronautes après avoir vu la Terre depuis l'espace, est désormais marchandisé. La transcendance est-elle authentique lorsqu'elle est payante? Et qu'en est-il des préoccupations environnementales? Les lancements de fusées contribuent à la pollution atmosphérique, soulevant des questions de durabilité. De plus, le vide réglementaire entourant le tourisme spatial pourrait générer des tensions géopolitiques. Sans ligne directrice internationale claire, des conflits sur les orbites, les débris ou même la propriété lunaire pourraient surgir. Pour l'instant, cela reste un frisson spéculatif. Mais si l'espace devient un domaine de division socio-économique, nous risquons d'y projeter nos inégalités humaines, littéralement. La dégradation de l'environnement désigne le déclin du milieu naturel causé par les activités humaines. Elle comprend la pollution, la déforestation, l'érosion des sols, la perte de biodiversité et le changement climatique. L'industrialisation, la surexploitation des ressources naturelles et l'urbanisation rapide en sont les principales causes. À mesure que les forêts sont détruites et les rivières polluées, les écosystèmes sont dévastés et la faune perd son habitat. La pollution de l'air et de l'eau nuit à la santé humaine, tandis que la hausse des températures mondiales entraîne des phénomènes climatiques extrêmes et la fonte des glaciers.
La dégradation environnementale menace la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et la qualité de vie en général. Pour remédier à cette crise, nous devons adopter des pratiques durables, réduire les déchets, économiser l'énergie et protéger les habitats naturels. Les gouvernements doivent appliquer les lois environnementales, et chacun doit faire des choix écologiques au quotidien. L'éducation et la sensibilisation sont essentielles pour provoquer le changement. Protéger l'environnement n'est pas seulement un devoir, c'est essentiel à notre survie et à celle des générations futures. Une planète en bonne santé, c'est une vie saine pour tous. Les droits de l'homme sont les libertés et protections fondamentales qui appartiennent à chaque individu, indépendamment de sa nationalité, de son sexe, de sa race ou de sa religion. Ces droits incluent le droit à la vie, à la liberté d'expression, à l'éducation, à l'égalité et à la protection contre la torture et la discrimination. Ils sont essentiels pour garantir la dignité, la justice et la liberté de tous. Les droits de l'homme sont reconnus à l'échelle internationale par des documents comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. Malgré ces protections, de nombreuses personnes dans le monde subissent encore des violations telles que la discrimination, l'oppression et la violence. La protection des droits de l'homme exige l'engagement des gouvernements, des communautés et des individus pour promouvoir l'équité et le respect. L'éducation aux droits de l'homme aide les gens à comprendre leurs droits et ceux des autres. Lorsqu'ils sont respectés, les sociétés deviennent plus pacifiques, justes et inclusives. Il est de la responsabilité de chacun de défendre ses droits afin de créer un monde où tous peuvent vivre en liberté, en sécurité et dans l'égalité. Le sans-abrisme est un problème social critique où des individus ou des familles n'ont pas de logement sûr et stable. Il peut être causé par la pauvreté, le chômage, les troubles mentaux, la dépendance ou les conflits familiaux. Les personnes sans abri vivent souvent dans la rue, dans des refuges ou des logements temporaires. Elles font face à de nombreux défis comme le manque de nourriture, de soins de santé et de sécurité. Le sans-abrisme affecte non seulement les individus, mais aussi les communautés, en augmentant les risques sanitaires et les coûts sociaux. Pour y remédier, il faut fournir des logements abordables, un soutien en santé mentale, une formation professionnelle et des services sociaux. La prévention est tout aussi importante, en aidant les personnes avant qu'elles ne perdent leur logement. La compassion et la compréhension sont essentielles pour aider les personnes sans abri à retrouver stabilité et dignité. Mettre fin au sans-abrisme nécessite la coopération des gouvernements, des associations et des citoyens. Tout le monde mérite un foyer sûr, porteur d'espoir et de sécurité. L'intelligence artificielle, ou IA, désigne des systèmes informatiques capables d'accomplir des tâches nécessitant normalement l'intelligence humaine. Ces tâches incluent l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes, la reconnaissance vocale et la prise de décision. L'IA fait désormais partie du quotidien, des assistants virtuels comme Siri ou Alexa aux voitures autonomes et outils de diagnostic médical. Elle aide les entreprises à gagner en efficacité et soutient la recherche scientifique en analysant rapidement d'immenses volumes de données.
Cependant, elle soulève des questions importantes sur la vie privée, la suppression d'emplois et l'éthique. Il est essentiel de concilier progrès technologique et développement responsable. L'IA doit être conçue pour assister l'humain et non le remplacer. L'éducation et la réglementation sont nécessaires pour que ces bénéfices soient équitablement répartis. Alors que l'IA continue de se développer, elle offre des opportunités passionnantes mais pose aussi des défis que la société doit gérer avec soin. Comprendre l'IA nous aide à nous préparer à un avenir où humains et machines coopèrent. L'énergie atomique, aussi appelée énergie nucléaire, est l'énergie libérée du noyau d'un atome par fission ou fusion. Dans la fission nucléaire, des atomes comme l'uranium se divisent en parties plus petites, libérant une grande quantité d'énergie. Cette énergie est utilisée pour produire de l'électricité dans des centrales nucléaires, constituant une source importante de puissance propre et efficace. L'énergie atomique émet peu de gaz à effet de serre comparé aux combustibles fossiles, ce qui en fait un outil clé contre le changement climatique. Mais elle présente aussi des défis. Les accidents nucléaires, comme ceux de Tchernobyl et Fukushima, montrent les risques potentiels. De plus, la gestion sûre des déchets radioactifs reste une préoccupation majeure. Malgré ces risques, l'énergie atomique demeure un pilier du mix énergétique mondial. Les avancées technologiques visent à la rendre plus sûre et durable. L'énergie atomique est prometteuse, mais doit être utilisée de manière responsable pour protéger les populations et l'environnement. La sécurité des enfants et des jeunes en ligne est un enjeu important dans le monde numérique d'aujourd'hui. Les enfants et les adolescents passent beaucoup de temps sur Internet pour apprendre, socialiser et se divertir. Cependant, l'espace en ligne peut aussi les exposer à des risques tels que la cyberintimidation, les contenus inappropriés, les atteintes à la vie privée et les prédateurs en ligne. Pour protéger les jeunes utilisateurs, les parents, les écoles et les communautés doivent travailler ensemble. Enseigner aux enfants les bonnes habitudes en ligne, comme ne pas partager d'informations personnelles, utiliser des mots de passe forts et reconnaître les comportements suspects, est essentiel. L'utilisation de contrôles parentaux et d'outils de surveillance peut aider à limiter l'accès aux contenus nocifs. Il est également important de favoriser une communication ouverte afin que les enfants se sentent à l'aise de signaler tout problème. Les écoles peuvent inclure la sécurité numérique dans leurs programmes afin de sensibiliser les élèves. Garantir la sécurité en ligne aide les enfants à grandir avec confiance et à utiliser Internet de manière positive, créant un environnement numérique plus sûr où ils peuvent apprendre et explorer sans crainte. Le changement climatique désigne les modifications à long terme des régimes météorologiques de la Terre, principalement causées par les activités humaines. La combustion de combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz libère des gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ces gaz emprisonnent la chaleur, ce qui réchauffe la planète, un phénomène appelé réchauffement climatique. Le changement climatique entraîne de graves conséquences, notamment la montée du niveau de la mer, des tempêtes plus violentes, des sécheresses et la perte de biodiversité. Il menace l'agriculture, les réserves d'eau et la santé humaine dans le monde entier. Pour lutter contre le changement climatique, nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre en utilisant des énergies renouvelables, en améliorant l'efficacité énergétique et en protégeant les forêts. Les gouvernements,
Les entreprises et les individus ont tous un rôle à jouer dans l'adoption de pratiques durables. L'éducation et la sensibilisation sont cruciales pour encourager des actions responsables. Le changement climatique est un défi mondial qui nécessite coopération et engagement. Protéger notre planète aujourd'hui garantit un avenir plus sûr et plus sain pour les générations futures. Lutter contre le terrorisme est essentiel pour maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Le terrorisme implique l'usage de la violence et de la peur pour atteindre des objectifs politiques, religieux ou idéologiques. Il menace des vies innocentes, perturbe les sociétés et déstabilise les nations. Pour lutter efficacement contre le terrorisme, les gouvernements et les organisations internationales doivent coopérer. Cela inclut le partage de renseignements, le renforcement de la sécurité aux frontières et l'amélioration des capacités des forces de l'ordre. Prévenir le terrorisme implique également de s'attaquer aux causes profondes telles que la pauvreté, l'oppression politique et l'injustice sociale. L'éducation et l'engagement communautaire sont importants pour réduire la radicalisation et promouvoir la tolérance. La technologie joue un rôle clé dans le suivi des activités terroristes, mais elle doit être utilisée en respectant les droits de l'homme et la vie privée. La lutte contre le terrorisme nécessite une coopération entre pays et entre secteurs publics et privés. Une approche globale et respectueuse est nécessaire pour protéger les citoyens et construire des sociétés résilientes, libres de peur et de violence. La gestion des crises et des urgences implique des actions visant à faire face à des événements soudains et imprévus qui menacent des vies, des biens ou l'environnement. Ces événements peuvent inclure des catastrophes naturelles comme les tremblements de terre et les inondations, des accidents, des épidémies ou des attentats. Une réponse efficace nécessite des décisions rapides, une coordination et une communication entre les services d'urgence, les gouvernements et les communautés. La préparation est essentielle. Cela signifie disposer de plans clairs, de personnel formé et des ressources nécessaires avant qu'une crise ne survienne. Pendant une urgence, les intervenants se concentrent sur le sauvetage de vies, la fourniture de soins médicaux, la garantie de la sécurité et le rétablissement des services essentiels. La sensibilisation et l'éducation du public aident également les gens à réagir de manière calme et efficace. La technologie, comme les systèmes d'alerte précoce et les outils de communication, améliore les temps de réponse et la coordination. Après la crise, les efforts de reconstruction permettent de rétablir les communautés et d'apporter un soutien aux personnes touchées. Un système d'intervention d'urgence solide sauve des vies et réduit les dommages, aidant les sociétés à se rétablir plus rapidement et à devenir plus résilientes face aux crises futures. Les drogues sont des substances qui affectent le corps et l'esprit. Elles peuvent être utilisées à des fins médicales pour traiter des maladies et soulager la douleur. Cependant, certaines drogues peuvent être dangereuses lorsqu'elles sont mal utilisées ou détournées. Les drogues illégales comme la cocaïne, l'héroïne et la méthamphétamine peuvent entraîner une dépendance, des problèmes de santé et des difficultés sociales. Même les drogues légales comme l'alcool et les médicaments sur ordonnance peuvent être dangereuses si elles ne sont pas utilisées correctement.
La toxicomanie affecte non seulement l'individu, mais aussi les familles et les communautés. Elle peut provoquer des accidents, de la violence et une perte de productivité. La prévention de la toxicomanie passe par l'éducation, le soutien et les programmes de traitement. La sensibilisation aide les gens à prendre des décisions éclairées et à résister à la pression sociale. Les gouvernements et les organisations travaillent ensemble pour réduire le trafic de drogue et offrir des services de réhabilitation. Promouvoir un mode de vie sain et le bien-être mental est important pour prévenir la dépendance. Comprendre les drogues et leurs effets permet de sauver des vies et de construire des communautés plus sûres et en meilleure santé.